Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Le paradoxe de Fermi est un des mystères de l'astronomie moderne. La Voie lactée et l'univers sont immenses. Notre galaxie contient à elle seule des centaines de milliards d'étoiles. On pourrait donc s'attendre à ce que d'autres civilisations aient pu s'y développer, même si ces dernières sont rares. Seulement, malgré les progrès immenses de l'astronomie et de la radioastronomie, aucune preuve de cette existence n'a jamais pu être apportée. Cela signifie soit que l'on est seul, au moins dans notre intervalle de civilisation technologique, soit qu'on cherche mal, ce qui est le pari de plusieurs groupes de scientifiques. Chercher la vie en dehors du système solaire peut se faire selon plusieurs stratégies. Avec des télescopes toujours plus performants, il sera bientôt possible de chercher des biosignatures dans les atmosphères de certaines exoplanètes. La présence de certains gaz spécifiques fournira une preuve plus ou moins forte qu'une activité biologique a peut-être lieu. La radioastronomie va pour sa part continuer à tenter d'écouter d'éventuelles télécommunications extraterrestres, même si la stratégie s'est avérée décevante jusqu'ici. Enfin, certains chercheurs pensent qu'il serait plus simple de détecter des civilisations extraterrestres à travers leur technologie, et plus particulièrement leur mégastructure. Dans ce cas précis, on ne parle pas d'autoroute ou de pont. Pour être détectable depuis la Terre, il faut envisager des structures artificielles à l'échelle d'un système planétaire, ce qui est éventuellement possible pour une civilisation très avancée. Les sphères de Dyson sont un type de mégastructure qui pourrait ainsi être détectée. Le concept désigne un système conçu pour récupérer une grande partie de l'énergie produite par une étoile. Il s'agit donc d'une sorte de coque, pleine ou partielle, qui entoure l'étoile pour convertir son rayonnement en énergie exploitable. Une civilisation capable d'exploiter ainsi une étoile bénéficierait d'une source d'énergie à faire pâlir d'envie toute l'humanité. Chercher une sphère de Dyson dans l'immensité de l'univers reste cependant compliqué. Le mois dernier, un chercheur a proposé une nouvelle stratégie qui se focalise sur les naines blanches. L'idée est la suivante. Une bonne partie des étoiles de la séquence principale finiront leur vie en tant que naines blanches. Des cadavres stellaires refroidissant lentement. C'est par exemple le destin qui attend le Soleil. Même pour des civilisations très avancées, le voyage interstellaire ne sera peut-être pas une option. Dans ce cas, pour survivre à la mort de son étoile, il faut être capable de s'accommoder de sa naine blanche, ce qui pourrait être envisageable à travers une sphère de Dyson. Si une civilisation est déjà passée par là, alors il devrait être possible de détecter leur superstructure à travers la signature infrarouge de leur naine blanche. Des observations ont déjà été menées dans cette optique et ont même produit des signaux intéressants, mais pas concluants. Une civilisation installée autour d'une naine blanche aurait quelques milliards d'années de répit avant de devoir se trouver une nouvelle source d'énergie. C'est un destin peu enviable, mais si la vie dans la galaxie est aussi tenace que celle sur Terre, alors elle devrait tout tenter pour survivre. On peut ainsi imaginer que dans quelques milliards d'années, si la Terre porte encore une civilisation intelligente, alors cette question se posera réellement. Comment survivre aux faces de géantes rouges puis de naines blanches du Soleil ? Une sphère de Dyson placée à proximité de l'astre mourant ne serait alors pas si délirant, lorsque l'alternative serait l'extinction pure et simple. En attendant de pouvoir trouver un jour une civilisation extraterrestre, c'est sur Mars que les choses bougent, enfin que le sol bouge. Le 4 mai, le sismomètre SEIS installé sur l'atterrisseur martien InSight a enregistré un tremblement de terre de magnitude 5, le plus fort jamais détecté sur la planète rouge. On pourrait même dire le plus fort jamais détecté en dehors de la Terre. SEIS, un instrument conçu par le CNES, a déjà détecté plus de 1300 secousses sur Mars, mais jamais aucune avec une telle intensité. Sur Terre, cela serait considéré comme un séisme d'intensité moyenne, mais sur Mars, qui est bien moins actif géologiquement, c'est probablement proche du maximum qu'on peut atteindre. L'événement est encore trop récent pour qu'on puisse lui attribuer une région d'origine. L'analyse des données produites devrait cependant être riche en enseignements. Les ondes sismiques les plus fortes voyagent à travers la croûte, le manteau et même le noyau martien.
En arrivant jusqu'à Sayce, elle porte les traces de ce voyage, ce qui aidera à modéliser l'intérieur de la planète rouge. On a beaucoup de chance que cette secousse se soit matérialisée maintenant, et pas dans quelques mois. InSight est dans une posture délicate. Ses panneaux solaires sont recouverts de poussière, et l'énergie disponible commence à se faire rare. Le 7 mai, elle a même atteint un niveau critique qui laisse entrevoir la fin de la mission. Celle-ci est financée jusqu'en décembre 2022, mais il n'est même pas sûr que l'atterrisseur tienne jusqu'à cette date. Les sismologues martiens ont cependant eu le droit à leur Big One, et on peut donc dire que la mission est accomplie, du moins du côté de Sayce. L'autre instrument principal d'InSight, HP3, n'a jamais pu être mis en route, la faute à un forage difficile. De futurs explorateurs martiens auront donc peut-être un jour la surprise de ressentir de légères secousses. D'ici là, c'est bel et bien vers la Lune que leurs regards sont tournés. Le retour des humains sur notre satellite devrait se faire avec un bon paquet d'innovations par rapport à l'époque d'Apollo. Certaines concernent les vaisseaux ou les combinaisons, mais il ne faut pas oublier l'alimentation. Dans l'optique d'avoir un jour une base semi-autonome, on peut se demander s'il est possible de faire pousser des végétaux sur la Lune. Et la réponse semble être oui. La semaine dernière, une équipe de l'Université de Floride a publié les résultats d'une expérience étonnante. Ils ont planté des graines d'une espèce bien connue dans du régolithe lunaire, rapporté par les missions Apollo. Ils y ont ajouté un peu d'eau, de nutriments et de lumière et ont attendu. À leur grand étonnement, presque toutes les plantes sont sorties de terre. L'espèce choisie, Arabidopsis, a eu son génome entièrement séquencé, ce qui a permis de chercher des différences dans l'expression de ses gènes. Les plantes issues du régolithe lunaire se sont ainsi développées différemment du groupe de contrôle, planté dans la terre classique. Elles ont poussé plus lentement, ont atteint des tailles en moyenne plus petites, mais aussi plus diverses. Au niveau génétique, les plantes ont exprimé des marqueurs de stress, montrant qu'elles cherchaient à s'adapter à un environnement difficile. Il semble que celles ayant poussé dans un régolithe plus exposé au rayonnement cosmique aient eu une croissance plus compliquée. Cela pourrait être un indicateur sur les régions qu'il faudrait privilégier si l'humanité se décide un jour à faire de l'agriculture lunaire. Réitérer l'expérience sur notre satellite pourrait être un des objectifs du programme Artemis ou CLPS, à voir si la NASA se saisira de l'opportunité. Pour planter sur la Lune, il faut déjà pouvoir y arriver, et donc avoir une fusée et un vaisseau spatial qui fonctionnent. Ce que l'agence spatiale américaine doit normalement démontrer via la mission Artemis 1. Celle-ci était attendue pour le début d'année, mais il faut bien constater que les choses traînent. Le SLS et Orion n'ont toujours pas décollé, et n'ont toujours pas effectué leur Wet Dress Rehearsal, leur ultime test au sol. Il y a quelques jours, la NASA a même prévenu qu'il ne faut probablement pas attendre Artemis 1 avant août au mieux. Le Wet Dress Rehearsal est maintenant prévu pour juin, après quoi, la fusée sera à nouveau ramenée dans son hangar pour d'ultimes préparations. Il se pourrait même que l'agence se décide à répéter la procédure plusieurs fois. Les opérations de mise en route de la fusée sont complexes, et il faut que le personnel se forme sur cette gigantesque fusée. Normalement, les vols suivants devraient être plus simples une fois que toutes les procédures auront été bien établies. Et puis à vouloir aller trop vite, parfois on se plante. C'est en Chine, du côté de iSpace, qu'on en a fait l'expérience. Le micro-lanceur privé Hyperbola One a connu son 3e échec consécutif le 13 mai, après un vol qui semblait pourtant avoir bien démarré. iSpace a réussi son tout premier vol en 2019, ce qui est plutôt rare chez les nouveaux entrants, mais l'entreprise a depuis été incapable de réitérer l'exploit. Cela pourrait peser sur ses ambitions. iSpace espère développer une deuxième fusée, plus puissante, au méthane et récupérable, la Hyperbola 2. À voir si les investisseurs vont suivre après cette série de 3 échecs. Il y a de nombreux projets concurrents en Chine qui pourraient se fiabiliser plus rapidement. Mais bon, parfois, on peut aussi rebondir sur ces échecs. iSpace peut regarder du côté de l'entreprise américaine Astra, qui malgré ses nombreux vols ratés, continue à aller de l'avant. Astra a ainsi présenté une nouvelle fusée la semaine dernière, la Rocket 4.0. Conçue pour être plus puissante et pouvant décoller plus souvent, elle doit permettre d'adresser le marché des méga-constellations.
Concrètement, elle devrait être capable d'emporter 300 kg en orbite basse, pour un peu moins de 4 millions de dollars, ce qui est très compétitif par rapport aux micro-lanceurs actuels. Pas de méthane et pas de récupération pour le nouveau lanceur. Il abandonnera toutefois les pompes électriques pour des turbopompes. Niveau calendrier, les choses pourraient aller très vite. Astra table sur un premier vol d'essai en fin d'année. On imagine donc que le développement du lanceur est déjà très avancé. Il reste à espérer que la roquette 4.0 aura un début de vie un peu plus simple que sa grande sœur. Si Astra parvient à la faire voler aussi souvent qu'il le souhaite, son prix très attractif pourrait en faire une tueuse d'électrons. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le samedi 29 mai à 17h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.